Nora Fraisse, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Better Web. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques lignes? Alors, je suis Nora Fraisse, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Marion la main tendue et la créatrice d'une structure en France qui s'appelle la Maison de Marion. Et je suis également auteure de 2 livres, Marion 13 ans pour toujours, qui est disponible maintenant dans le monde entier, qui a fait l'objet d'une adaptation, du guide Stop au harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, et bientôt apparaître une BD chez Bambou Édition. Alors, la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est suite à un drame très perso, 2013, la disparition de Marion. Vous créez donc une association Marion la main tendue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors Marion est décédée le 13 février 2013 suite au harcèlement qu'elle subissait à l'école, que j'ai découvert, que nous avons découvert dans la famille. Et en 2013, le harcèlement, on n'entendait pas parler. Les premiers travaux sur le sujet, en tout cas en France, dataient de 2011, avec des enquêtes de victimation. Et j'ai commencé à chercher des éléments pour comprendre c'est quoi le harcèlement, comment on en arrive là, comment un enfant peut mettre fin à ses jours, quels sont les chiffres. Et j'ai cherché une association. Et j'en ai pas trouvé. Alors je dis pas qu'elle n'existait pas, mais en tout cas au moment des faits, comme moi je cherchais ce que je recherchais, et j'étais dans l'écriture d'un ouvrage, Marion 13 ans pour toujours, pour raconter l'envers du décor et au-delà de la détresse, du drame, le mécanisme du harcèlement et le combat qu'il fallait mener pour faire reconnaître celui-ci. Et c'est là qu'est née l'idée de se dire, comme je suis plutôt quelqu'un qui à la fois parle et agit, je me suis dit, puisque ça n'existe pas, en tout cas pas comme je l'aimerais, je crée cette association. Et c'est comme ça qu'est née Marion la main tendue, parce que j'ai compris que peut-être il suffisait d'une main pour que tout change. Et je suis intimement persuadée que peut-être si le 12 février, la veille de son décès, et de tout ce qu'elle avait subi de trop, il suffisait d'une main, d'une voix pour que tout change. Et je voulais être cette main. Et je disais, comme une promesse à Marion, je suis ta voix, je suis tes bras et je serai le combat. Pas simple que de vous entendre, Nora. Vous êtes une maman courage, maman engagée, maman volontaire, maman... vous êtes une combattante aujourd'hui. Mais peut-être que vous pourriez nous aider aussi à poser une définition sur ce qu'est le... Enfin, peut-être, j'en suis même sûr, sur ce qu'est le harcèlement, avant de définir pour nous ce que communément, nous, on appelle le cyberharcèlement. Si on peut faire la différence entre le harcèlement et le cyberharcèlement. Alors juste pour vous dire, je ne suis pas une maman courage, parce que je ne sais pas qui est derrière en train de nous regarder. On a tous des combats à mener, on a tous des difficultés dans la vie. Donc je suis une femme, une mère, une citoyenne, juste un être humain. Ouais, je suis plutôt une activiste, une combattante. Mais voilà, donc si des gens vivent des drames, c'est pour ça que j'aime pas trop Mère Courage, parce que quelqu'un qui aide son enfant, peut-être qui va pas bien, ou pour différentes raisons, des drames personnels. Je veux juste rebondir là-dessus, parce que souvent on me dit ça, et je répète ce que me disait mon père, le courage c'est quand on n'a pas le choix. Et nous on n'a pas le choix. Donc voilà. Et ce jour-là, j'en avais pas non plus. Et donc, pour répondre à votre question du harcèlement, moi, je suis partie sur une définition qui s'appelle le harcèlement entre pairs, PIRS, qui j'espère répondra à votre question, parce qu'en effet, au début, je parlais du harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. C'est une façon, mais c'était en 2013, 2014, 2015. Aujourd'hui, tout est entremêlé. À partir de 9 ans, surtout depuis la fin du premier confinement et d'école à la maison, le cyberharcèlement, on expliquera, est un outil supplémentaire donné aux agresseurs, au même titre que le bus scolaire, que la cour de récré. C'est un lieu qui certes virtuel, mais voilà, où on agit. Donc j'appelle ça le harcèlement entre pairs, PIRS, c'est-à-dire ce sont des violences verbales, physiques et ou psychologiques, ou les trois à la fois, commises par un groupe avec un leader, un dealer de haine, qui est la meute. Cette meute agit contre une personne cible, dite la personne victime, par tout moyen, dont le virtuel, les SMS, les coups, les blessures, les rumeurs, à répétition, et qui vont amener à terme, et surtout, de l'isolement, la vulnérabilité de la personne cible, dite victime. C'est tout simple. Des violences, de la répétition, un groupe dit la meute et une cible. Merci pour la définition. 41% des Français disent avoir été victimes de cyberviolence. Alors, est-ce que le cyberharcèlement est une forme de cyberviolence? Alors, le cyberharcèlement, si je reprends la définition, il faut qu'il y ait de la répétition. Donc, une cyberviolence, c'est une violence via le cyber. Alors, en plus, communément, on pense toujours que cyberharcèlement, c'est les réseaux sociaux. Sauf que 50% de ces cyberviolences sont commises via la messagerie privée et les SMS.
Donc je le dis parce que s'il y a des parents ou même des adultes qui sont concernés, ne croyez pas parce que vous allez sortir des réseaux sociaux que vous ne serez pas possiblement une personne victime. Imaginons, vous n'avez pas de réseau social, mais je décide de vous prendre en photo et de vous mettre sur les réseaux sociaux ou de l'envoyer à des amis avec des contenus inappropriés. Vous êtes donc une victime de cyberviolence. Et si c'est à répétition ou alors s'il y a le cyberharcèlement en meute, alors là, eh bien, vous êtes victime de cyberharcèlement. Et quels sont les... Vous l'avez parfaitement défini, mais quels sont aujourd'hui les leviers pour lutter contre le cyberharcèlement? Déjà, il faut lutter contre le harcèlement. Comme je vous l'ai dit, le cyber est un lieu virtuel de plus. Et évidemment, il fait partie de nos vies. On est tous persuadés que parce que nos enfants sont, comme on dit, digital natives, alors ils connaissent le sujet. Mais sauf qu'ils ont des outils à usage informatif ou récréatif. Et quand on n'est pas informé des dangers, eh bien, on agit mal, pas forcément par malveillance, mais parce qu'on ne sait pas. Et c'est ce que je dis souvent aux enfants. Moi, je suis née au moment où les voitures existaient, les voitures à moteur, mais il a quand même fallu que j'apprenne à conduire. Ce n'est pas parce que je suis née avec des véhicules à moteur que je savais conduire. Donc, une des solutions, pour moi, peut-être la première, c'est développer les compétences psychosociales et relationnelles, travailler sur la violence, sur la posture et de se dire que le virtuel, ça l'est, mais ça a des conséquences sur le réel et que derrière un écran, il y a aussi un homme et que derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi de l'intelligence émotionnelle et c'est ça qu'il faut développer. De la prévention, de l'information, de la protection, de l'engagement et surtout toujours dire non. Et je dis souvent, avant d'envoyer quelque chose, on a toujours le moyen de se dire non, je ne vais pas le faire, mais pour ça, il faut qu'on soit informé à la fois des conséquences pour la personne et si on n'a pas d'empathie, des conséquences pour soi. Alors concrètement, la manière dont on travaille de manière préventive et on apprend aux enfants quelque part à se prémunir des dérives des réseaux sociaux, des outils de télécommunication. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur enseigner, leur apprendre, leur montrer? Déjà, on va dire que ce n'est pas qu'une histoire de gamin et pas qu'une histoire d'enfant. Quand vous êtes avec la Ligue du LOL, quand vous avez des sites de réseaux, de jeux en ligne, où on insulte, on menace, comment nous, adultes, on peut être exemplaires aussi? Vous savez, les enfants, ils font preuve de mimétisme. Donc peut-être commençons par dire à ceux qui ont l'usage a priori raisonné de ces outils, de le faire avec exemplarité. Pourquoi on invective systématiquement sur les réseaux sociaux? Comment vous voulez dire à un enfant ne le fait pas alors qu'il voit son parent le réaliser? C'est tout simple, c'est comme dans la vraie vie, les enfants font preuve de mimétisme. Il faut transférer. Ça, c'est quand on sait. Mais quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à demander des formations d'e-parentalité, d'usage des réseaux sociaux, d'usage du téléphone portable, savoir ce que dit la loi, comment s'en prémunir, comment agir. Et en fait, c'est un travail en famille. Voilà. Et je prends souvent l'exemple avec les enfants de la voiture, parce que je pense que ça leur parle, et je leur dis, si je vous donne les clés de mon véhicule, est-ce que vous allez partir? Ils vont me dire, non, je suis trop petit, je n'ai pas appris, c'est dangereux. Et là, c'est pareil. Donc, si on a des conduites qui sont délictuelles, nos enfants le font. Donc, commençons par nous-mêmes. Mais d'une manière plus générale, de la prévention, on le fait dès le plus jeune âge, dans les écoles. Les parents peuvent demander également à participer à des stages. Mais en fait, c'est toute la société qui doit s'engager. Et arrêtons de croire que c'est du fait des enfants. Nous, aussi adultes, on devrait peut-être aussi arrêter d'insulter par tout moyen, et notamment le cyber. On a quand même le sentiment, on prend le point, et merci pour la démonstration, mais on a quand même le sentiment que le harcèlement et que le cyberharcèlement a poussé les murs de l'école. Ça veut dire quoi, pousser les murs de l'école? Ça veut dire qu'on entend quand même beaucoup d'histoires, souvent malheureuses, de gamins qui souffrent, de parents qui peinent à trouver des solutions, et parfois un corps pédagogique et professoral un petit peu démuni. Alors, je ne sais pas si ça pousse les murs de l'école, mais je crois qu'il ne faut pas que l'école se sente désinvestie de ce sujet du numérique et qu'en effet, ça fait partie aujourd'hui des compétences fondamentales de l'enfant. Je disais à un enfant la dernière fois, je lui disais, moi, ma vie à l'école, au temps des dinosaures, elle était beaucoup plus facile parce que j'avais peu de compétences. En tout cas, peu d'apprentissage français, maths, histoire géo, biologie, ce que vous voulez. Vous êtes un dinosaure sympathique. Ouais, je sais, mais je crois. Je ne mange plus d'humain. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, j'avais 4-5 compétences et je pouvais vraiment être dedans. Et aujourd'hui, on leur demande de parler anglais. Bon, ils ne le font pas du tout, ça ne marche pas. D'avoir des compétences informatiques, d'avoir un permis Internet, de faire de la technologie, de savoir créer un robot, de faire du codage, de savoir parler français. Ça fait trop pour un enfant.
Et le numérique doit reprendre sa place. En effet, si on considère que c'est des digital natives et qui sont nés avec ça, alors ça doit faire partie des apprentissages. Mais je répète, hein, ça fait partie vraiment de soi. Et donc, c'est comme ça. Et ce n'est pas l'école, c'est pas déporté. C'est qu'en fait, c'est conjoint. Et pendant le confinement, ce qu'on a remarqué avec l'école à la maison, on a imaginé, et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que je n'ai pas d'études qui me le confirment malheureusement, donc je ne vais pas raconter de carabistouille, une augmentation des cyberviolences. Je pense que comme on a eu un usage plus grand, avec une volumétrie plus grande, forcément on est plus enclin à récupérer des insultes ou des menaces. C'est simplement que la cour de récré physique a été fermée, donc elle s'est déportée sur du réseau social. Et c'est comme ça qu'on imagine que les cyberviolences ont augmenté. Si par exemple à la maison de Marion, je vous dis qu'on a beaucoup d'appels en ce moment, du primaire, je ne vais pas vous dire que le harcèlement à l'école a augmenté. Je dis juste que j'ai plus de sollicitations parce que l'école primaire est une des seules à ne pas être fermée par rapport aux autres où ils sont hybrides. Et comme on est aujourd'hui dans le collège et les lycées en hybride, eh ben on laisse un espace plus grand pour les agresseurs. Vous savez, un agresseur, il prend tout l'espace qu'il veut. Et là, on lui donne un espace supplémentaire. Et puis, il se dit, il n'y a personne à l'école, comment je vais choper ces gens comment... Donc voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus dire, enfin pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça le harcèlement entre pairs, c'est vraiment ce groupe, cette zone, parce que vous pouvez par exemple être harcelé par un groupe de votre quartier, ou d'un quartier à côté, ou d'une ville à côté, alors même qu'ils ne sont pas dans votre école. Alors on appelle ça comment ? C'est quand même un groupe de pairs qui attaque un élève et il y a certains élèves qui changent et la réputation, son irréputation, le suit ou le précède. Et voilà, c'est très très complexe, hein, mais complexe, ça veut pas dire que c'est compliqué. Hein. Mais c'est très imbriqué, c'est une systémie, c'est voilà. Donc, et moi je suis pour lever les préjugés parce que si on pense, il y a le cyberharcèlement, il y a le harcèlement à l'école et que c'est une histoire de gamin, alors on ne s'en préoccupe pas en tant qu'adulte. Et ça, je pense que c'est une grave erreur. C'est peut-être la plus grande erreur qu'on ait commise jusqu'à présent, c'est de penser que les élèves devaient se débrouiller par eux-mêmes. Et vous avez raison, les professeurs, les enseignants qu'on a interrogés dans l'enquête miroir se sentent fortement démunis, ont besoin d'informations. Et nous, on le sait, quand on intervient dans les écoles, ils restent. Ils pourraient faire autre chose et ils nous disent ça m'intéresse ce que j'ai appris. Ah, je sais comment signaler maintenant. Ah, je ne connaissais pas ce réseau social. Ah bon, ils sont là-dessus dès 9 ans. C'est ça le temps d'écran. Ah, donc quand l'enfant est fatigué, ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé, c'est que peut-être qu'il a passé un temps d'écran. Donc on travaille sur la gestion des émotions. Enfin, donc tout ça, parce qu'on sait que l'anxiété, ça joue aussi sur les apprentissages. C'est pour ça que je dis que c'est complexe et que c'est imbriqué et qu'un élève, c'est d'abord un enfant. De votre propre expérience, quels sont les signaux faibles qu'il faut détecter chez les petits comme chez les grands, qui quelque part trahissent un début de commencement de harcèlement ou de cyberharcèlement? Alors je dirais d'une manière générale, c'est un désintérêt, un désinvestissement ou un changement brutal de comportement. Et c'est-à-dire, je vais donner un exemple. J'adorais faire de l'équitation, c'était ma passion, je ne veux plus y aller. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas bien ou parce que je ne veux pas rencontrer mes pairs. Un enfant qui se remet à faire pipi au lit, de l'énurésie, qui fait des cauchemars, quelqu'un qui dormait beaucoup, qui ne dort plus. C'est vraiment un changement brutal, c'est un signal. La perte de matériel, quelqu'un qui arrive toujours en retard, à l'interclasse, qui est le dernier à sortir de classe, qui perd son matériel, c'est peut-être un signe de raquette, qui ne veut plus manger à la cantine, qui change de moyen de transport, c'est-à-dire qui prenait le bus, qui prend le métro, qui était à pied, qui prend le... Voilà, parce qu'il ne veut pas rencontrer ces gens-là. C'est la peur. C'est le fait, parfois aussi pour certains enfants, de s'enfermer dans leur chambre. Un signal aussi, c'est parfois... alors ça fait peur, mais il faut quand même le dire, un changement de conduite alimentaire. Voilà, quelqu'un qui se met beaucoup à manger ou qui ne mange plus, c'est le signal d'un mal-être aussi. Un enfant, par exemple, qui vous demande une option qui n'existe pas. Imaginons, je veux faire équitation. Je sais que ça n'existe pas. Ça va me permettre de vous dire que je veux quitter ce lieu et que je vais trouver un moyen d'aller dans un internat. Parce qu'en fait, l'enfant, ce qu'il faut savoir quand on est une personne victime de toutes sortes de violences, adulte ou enfant, on pense qu'on va s'en sortir nous-mêmes. Mais on a empreint de culpabilité et de honte parce qu'on pense que c'est sans doute de notre faute. Donc on change de comportement. C'est la pression du groupe et la volonté d'appartenance au groupe. Il n'y a rien de pire pour n'importe quel être humain, par un ermite ou quelqu'un qui l'aura choisi à ce moment-là, c'est d'être non pas seul, mais d'être isolé. Et ça, on travaille avec les enfants sur l'isolement, la solitude et l'exclusion. C'est ce qu'il y a de pire. Donc parfois, il faut savoir que des harceleurs, même des adultes, commettent
ces méfaits, non pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'eux-mêmes ont peur, et qu'être un suiveur, c'est de ne pas être harcelé, et des fois des harcelés sur nos anciens harceleurs. Donc c'est très complexe, il faut vraiment détecter ça. Et je peux dire aussi, par exemple, un conseil qu'on donne pour les plus jeunes, on peut dire à son enfant, est-ce que tu as bien mangé à la cantine ou qu'est-ce que tu as mangé à la cantine, mais on peut peut-être lui dire comment ça s'est passé sur le chemin pour aller à la cantine. Avec qui tu as mangé à la cantine? Voilà, parce que ça donne une idée du groupe, parce qu'on sait aujourd'hui que les 6 lieux à risque les plus communs, mais dans le monde entier, parce que ce n'est pas franco-français, c'est les 6 C. Donc je donne, pour ceux qui s'en souviendront, c'est la classe, la cour, la cantine, les couloirs, le chemin. Donc le chemin, c'est le chemin pour aller à l'école, les transports scolaires, mais c'est aussi le chemin virtuel, les SMS, et puis les commodités. Les commodités, ce sont les vestiaires, ce sont les toilettes, c'est toutes ces zones où il n'y a pas d'adultes. Donc voilà, essayez de parler des 6C, travaillez avec ça, avec vos adultes, vos enfants. Et n'oubliez pas que ça ne s'arrête pas forcément simplement au lycée. On sait que les chiffres disent que c'est plus bas au lycée, mais c'est simplement parce qu'on en parle moins, on est des adolescents et on pense encore plus qu'on va s'en sortir tout seul. Et là, c'est une autre forme de violence, c'est souvent des rumeurs, des violences moins physiques, moins corps à corps, mais plus psychologiques. Des violences, pour le coup, oui, violences sexuelles, de l'homophobie, de la transphobie, c'est du rejet, c'est le fait de ne pas appartenir au groupe, c'est pour des questions parfois de quartier, de façon de s'habiller. Donc, c'est des signaux. Un enfant qui change de style vestimentaire, c'est un signe, ça. Il peut appartenir peut-être à un groupe, peut-être qu'il est moqué sur ses baskets. En fait, je veux juste dire que le harcèlement, il touche la terre entière. Et en France, on a fait le baromètre, il touche toutes les populations. Le harcèlement, il n'est pas raciste. Et il décide de toucher une faille. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent être plus vulnérables dans le sens où ça se voit. Quelqu'un qui a un défaut de langage, de motricité, qui est nouveau dans l'école, qui n'a pas les mêmes codes. Voilà, tout ça, c'est un signal. Mais on va travailler sur la posture, sur l'appartenance au groupe. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Et voilà. Nora, selon vous, quelle est la responsabilité des grands acteurs du web d'aujourd'hui, des plateformes utilisées je le disais, par les petits, mais aussi par les grands? Eh bien, le baromètre, j'y reviens toujours, vous pourrez le regarder. C'est vraiment, ce qui ressort, c'est que les Français, les enseignants, demandent des sanctions et une responsabilité, justement, des GAFAM. Pourquoi ? Le problème, ce n'est pas de leur dire... moi, je pense que les réseaux sociaux, je m'en sers beaucoup, sont une chance. Pour justement, là, ce sera sur un réseau social ultra connu. Du coup, on va faire de l'information, de la transmission, on va, j'espère, dégager des valeurs positives, engager les gens. Donc ça, c'est super. Dans le même temps, si là, en dessous, j'ai des commentaires, là, tout le monde m'insulte, il faut qu'il y ait des modérateurs. Et si on transmet encore, il faut qu'il y ait des modérateurs. Mais surtout, moi, je me dis que l'intelligence artificielle est tellement forte que peut-être elle pourrait empêcher, avant même que ce soit envoyé, un blocage. Ce qui fait que le but, ce n'est pas d'éteindre les feux, c'est d'éviter le démarrage des feux. Et ce n'est pas l'expression pollueur-payeur, c'est que vous avez une responsabilité. Si moi, je vous fournis une voiture, je ne sais pas ce que j'ai avec les voitures, je vous fournis une voiture et je ne vous mets pas de frein, je suis responsable de la conduite que vous aurez. Donc, nous, on doit former nos enfants. On doit se former nous-mêmes tout au long de la vie. Mais les responsables des tuyaux, dans lesquels passent toutes ces informations, doivent à un moment faire ça. C'est les égouts, ça ne sort pas, et ça, j'arrête. Parce qu'il ne suffit pas de donner des millions. Il faut empêcher les démarrages de feu, participer. C'est pas de tout dire, oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai lancé. Vous participez, en tant que GAFAM, au développement du cyberharcèlement. Parce que vous renforcez le sentiment, et pas que le sentiment, l'impunité. Parce qu'on a beau nous dire, on va vous enlever vos contenus, la question n'est pas d'enlever le contenu, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas distribué. Je ferme les compteurs. Hop, l'eau ne sort plus. Est-ce que notre époque fabrique des haineux, des nauséeux, des harceleurs, des trolls, des haters? Est-ce que l'époque est propice à cela? Moi, ce que je crois, c'est que depuis la nuit des temps, il y a, pour que toutes les, les tribus, toutes les populations survivent, ont eu besoin d'un bouc émissaire. Il faut que pour le groupe survive, tuer quelqu'un. Donc, il faut qu'on réapprenne, en effet, à changer nos comportements quand je parlais des rôles modèles. Et évidemment, nous sommes nous-mêmes, si nous n'avons pas un bon comportement, des créateurs de monstres. Il faut l'accepter. Et oui, mais un troll, il ne naît pas comme ça.
C'est parce que l'environnement, il y a des conditions endogènes, mais il y a aussi des conditions exogènes. Il faut travailler sur ces conditions-là. Il faut faire de la prévention, de la communication. Et il faut qu'il y ait une responsabilité, par exemple, des médias. Il y a certaines émissions, moi je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, qui transmettent des valeurs de clash à gogo. Il y a même des émissions, moi, qui m'étonnent, que je ne regarde plus évidemment, de la polémique pour de la polémique. C'est-à-dire que le but, c'est surtout de ne pas être d'accord. Et quand des gens sont d'accord, on leur dit « mais pourquoi vous êtes d'accord ?» Donc le but, c'est même pas d'aller au fond des choses, ni de former, ni d'informer. Et puis, il y a ce côté instantanéité et cette course au buzz, au like. En fait, en gros, si on n'a pas tant de likes, on a raté sa vie. Nous, on le sait puisqu'on va dans les écoles de la maternelle jusqu'à post-bac, bac plus 3 en moyenne. Il y a une dissociation entre la vie réelle, la vie virtuelle et la vie rêvée. Il ne faut pas oublier qu'un Instagrammeur, au moment où il se filme, derrière, il y a peut-être son repassage et qu'il mange comme nous. Et il faut rappeler aux gens que le virtuel, c'est bien, que dans un film, quand on meurt, on ne meurt pas pour de vrai. Et là, c'est pareil. Mais par contre, quand on insulte, quand on menace, quand on fait du chantage, de la sextorsion, du revenge porn, ça a des conséquences extrêmement graves sur la personne victime, jusqu'à la mort, malheureusement. Mais ça, c'est notre travail d'adulte. Oui, on en fabrique aussi et on est responsable, absolument, chacun est responsable de tout ça. Est-ce qu'un better web est possible? Ah oui, sinon je ne serais pas là. Donc voilà. Je vous le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas de problème avec le web. Je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention. Pourquoi j'ai accepté aussi votre invitation? Je vais vous raconter une histoire. C'est qu'on avait travaillé avec des enfants sur un... Ils vont vite comprendre, sans être geek. On demande parfois à des enfants de faire des TP, notamment sur les félins. Je vous invite à chercher félin et d'autres mots. Et là, qu'est-ce qu'on fabrique derrière? C'est des images. Donc, ça passe aussi par ça. On nous parle d'un contrôle parental, mais on ne peut pas tout contrôler. On peut par contre prévenir, protéger. Je dis souvent aux enfants, je ne vous empêche pas de traverser la rue, mais je vais vous apprendre à regarder à gauche et à droite. Je ne vais pas empêcher quelqu'un de rouler à 90 km sous l'emprise de la drogue, mais néanmoins, je vais le prévenir. Et s'il fait quelque chose, il faut une justice réparatrice. Donc, c'est vraiment rappeler les bases de la société, mon rôle dans le groupe, quelle est ma place et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi de ma vie, et notamment pour les agresseurs et les harceleurs, leur dire que ce qu'ils font, c'est vraiment pas drôle, à la fois pour eux, parce qu'il y a une étude longitudinale, il y en a eu beaucoup, qui rappelle que les agresseurs, généralement, près de 50% ont des conduites délictuelles et font un passage en prison. Et la plupart ne finissent pas leurs études. Donc c'est aussi cette façon parfois de rattraper certains agresseurs pour les faire changer de chemin. Et une des choses qu'on dit souvent aussi aux enfants, et ça vaut pour tout le monde, mets en place ton GPS interne. C'est parfois quand vous vous trompez, moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, même avec un GPS je peux me perdre, qui vous dit faites demi-tour dès que possible. Il y a des itinéraires bis, on peut toujours s'en sortir, ça c'est pour les personnes victimes, ce n'est pas une fatalité. Et pour les agresseurs, changez de chemin, reprenez le chemin de la joie, de l'empathie, et voilà. Alors parlez-nous de votre association, comment fonctionne-t-elle et qu'est-ce qu'on peut y trouver? On va y trouver de la joie. Non, mais c'est vrai. C'est une association qui a deux volets. Un volet association Marion la main tendue, sur la prévention, création de contenu pédagogique. On intervient, je vous dis, dans les écoles, de la maternelle jusqu'à bac plus 3, avec justement maintenant, dès le CE1, parce qu'on ne faisait pas avant le premier confinement. On parle du cyberharcèlement, des cyberviolences, des jeux en ligne, des SMS, parce que n'oubliez pas que pendant le premier confinement, certains enfants, beaucoup de populations, n'avaient pas de tablette ou d'ordinateur. Donc, on leur a donné un téléphone portable. 97% des Français ont un téléphone portable. Donc, de cet usage informatif récréatif, il fallait en faire un usage pédagogique et donc, ils ont eu accès à des contenus inappropriés. Voilà. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est avec Marion la main tendue. La formation des enseignants, la sensibilisation des parents au danger de l'Internet, mais également c'est quoi le harcèlement, des conférences débats, des webinaires, des formations. Et puis la maison de Marion qui a vocation aussi à développer le pôle recherche et développement. On trouve de l'ingénierie pédagogique, le baromètre, beaucoup de choses qui vont sortir bientôt justement parce que je ne vous l'ai pas dit, mais un de mes projets depuis la naissance, comme je suis un pur produit de l'école de la République, c'est de lutter contre les déterminismes scolaires et sociaux. Et quand vous disiez un better web, je trouve ça plutôt bien. En fait, c'est un web pour tous. Et il faut qu'on lutte contre la fracture numérique et surtout l'électronisme. Parce que parfois, l'électronisme nous amène à commettre des méfaits parce qu'on ne connaît pas. Donc, méconnaître,
c'est surtout se mettre en danger et mettre en danger les autres. Donc voilà ce qu'on fait. Et puis à la Maison de Marion, c'est la première structure en France et en Europe d'accueil des personnes victimes, des familles, mais également des harceleurs. Pas les plus graves, mais notamment les suiveurs. Donc on a un soutien pédagogique avec tout est gratuit. Hein. Enfin, les gens nous donnent de l'argent et après, on fait du gratuit. Parce qu'il ne faut pas que des gens se disent « je ne peux pas être accompagné pour des raisons financières », ça serait insupportable. Donc avec un pôle formation des enseignants, formation des ambassadeurs. Tout à l'heure, comment faire en formant les copains vigilants, en devenant des vigies, en devenant des rôles modèles pour les autres. Le pôle thérapeutique dont je vous ai parlé, sophrologie, les ateliers, un pôle administratif pour aider et juridique. Parce qu'on a des soucis parfois, hein, comment parler avec l'instituteur, avec l'école, avec le rectorat. Comme nous, on est une association agréée au niveau national, on travaille avec eux. Et la Maison de Marion, en fait, on a eu l'idée de la créer il y a 5 ans, parce que c'était le terrain. Les parents nous disaient, moi, je suis démunie. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer un guichet unique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous arrive quelque chose, vous allez à l'hôpital, mais vous n'avez pas passé votre propre scanner. Les médecins vont vous aider à trouver, en fonction de vos symptômes, à vous accompagner, vous emmener vers des spécialistes et vous êtes dans un seul et même lieu. Parce qu'aujourd'hui, si je suis démunie, qui contacter, comment faire, comment porter plainte, il faut que je trouve un psy ou un sophrologue et je n'ai pas d'argent et j'ai besoin moi aussi en tant que parent, il faut que je comprenne. Donc tout ça, c'est le guichet unique et on a plein d'autres projets. C'est ça la Maison de Marion. La première est ouverte à Orsay grâce au soutien de la région Île-de-France, du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires privés. Mais le but, c'est d'en ouvrir dans toute la France pour justement lutter contre la fracture à la fois numérique et territoriale. Parce que comme le rappelle le baromètre, c'est sur tous nos territoires. Et on est demandé partout. Donc voilà. C'est comme ça que Quant va nous aider d'ailleurs. Vous m'avez volé, je vous ai volé la question. Vous m'avez volé la dernière question. Comment Quant peut vous aider? En développant des maisons de Marion et devenant peut-être... Quant, c'est français. Et c'est plutôt une chance. Et la Maison de Marion, elle a été construite avec un business model autour de circuits courts. Il faut faire travailler les territoires et les talents des territoires et travailler avec les cités éducatives, l'éducation prioritaire, les fournisseurs d'accès. Et si vous voulez un Better Web, il faut travailler avec nous et que Quant, notamment Quant Junior, travaille avec nous, devienne un partenaire officiel, sponsor et devienne aussi un rôle modèle. Parce que dire c'est bien, agir c'est mieux. Nora Fraisse, merci beaucoup. Merci. À bientôt sur Better Web. Mais carrément.